Bonjour à tous. Il ne reste plus que quelques dizaines d'heures jusqu'à la fin de la campagne électorale en Pologne, la campagne électorale qui précède des élections parlementaires. Le 15 octobre de cette année, les Polonais vont renouveler leur Parlement et leur Sénat. Donc pour le Parlement, à savoir donc le Sejm, la Diète, la Chambre basse, nous avons un système de scrutin proportionnel, donc il y aura 460 sièges à renouveler, donc selon, comme je le disais, un système à la proportionnelle avec 41 circonscriptions. Pour le Sénat, il y a 100 sièges au Sénat, et là nous avons un scrutin uninominal. Et donc cette élection pour le Sénat ainsi que pour la Chambre basse du Parlement, donc la Diète, le Sejm, aura lieu en même temps le même jour. Mais également, le 15 octobre de cette année, se tiendra un référendum qui a été organisé par les gouvernants avec 4 questions, donc un référendum qui a été calqué sur ce qui a été fait en Hongrie. Donc l'idée pour les gouvernants, en organisant ce référendum, n'était pas tant d'avoir des réponses précises concernant les questions qu'ils posent, mais plutôt de pouvoir organiser une campagne parallèle, donc une campagne référendaire. Cette campagne parallèle leur a permis de financer la campagne pour les élections parlementaires, mais surtout ils espèrent qu'avec le référendum et les questions qu'ils posent, ils arriveront à mobiliser leur électorat. Donc c'est un pari qui a été pris selon ce qui a été fait en Hongrie. Finalement, 3 votes le même jour pour la Chambre basse du Parlement, le Sejm, le Sénat et le référendum, tout ça le 15 octobre de cette année. Puisqu'on arrive à la fin de la campagne et puisque les élections parlementaires se tiennent également dans quelques dizaines d'heures, je pense qu'il convient de nous projeter sur ce qui peut arriver le 15 octobre. Donc, quels peuvent être les résultats, quelle majorité possible, que peut-on attendre après ces élections. Alors, dans cette vidéo, je vais plutôt me concentrer sur les scénarios de pronostics. Je ferai dans une vidéo plus tard, après les élections, donc un compte-rendu de campagne. Donc il est quand même à noter que cette campagne qui s'est tenue en Pologne a sûrement été la campagne la plus brutale que la Troisième République polonaise ait connue. Une campagne où les gouvernants ont enfreint toutes les règles. Il paraît un peu compliqué de s'imaginer quelles règles pourraient être encore enfreintes, puisque finalement toutes les règles ont été enfreintes et toutes les normes ont été dépassées, y compris les normes du bon sens. Donc une campagne extrêmement brutale, extrêmement pesante pour la population, puisque les Polonais n'ont pas été convaincus par la campagne. Alors s'il y a une chose qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que les deux camps majoritaires, l'Union de la droite ainsi que la coalition civique. Donc l'Union de la droite, ce sont, je le rappelle, les membres du camp politique au pouvoir actuellement en Pologne, et la coalition civique, donc c'est le parti d'opposition dirigé par l'ancien président du Conseil européen et l'ancien Premier ministre polonais Donald Tusk. Alors, une chose que l'on peut dire déjà maintenant, c'est que cette campagne électorale n'a pas permis aux deux camps politiques majoritaires d'élargir leurs électorats. Donc, cette campagne n'a pas convaincu de nouveaux électeurs. Toute la question maintenant est de savoir si la campagne a quand même réussi à mobiliser les électeurs traditionnels des deux camps politiques. Alors, si l'on observe les sondages, selon toute vraisemblance, si l'on se base sur les sondages, l'Union de la droite serait toujours en tête des intentions de vote, mais toutefois, il n'y a aucun sondage qui lui permettrait de créer une majorité indépendante après les élections parlementaires. Pareil pour la coalition civique, qui se situe toujours selon les sondages et la moyenne des sondages des dernières semaines en seconde position, mais effectivement, même si elle devait remporter les élections, elle ne pourrait pas non plus créer une majorité indépendante. Donc on a deux camps politiques majoritaires qui, quels que soient les résultats des élections, n'arriveront
pas à créer de majorité indépendante. Ça paraît évident. Maintenant, il y a quand même une différence entre les deux camps. D'un côté, nous avons l'union de la droite, qui potentiellement n'a pas de partenaire possible pour créer une coalition. Alors certains experts estiment qu'une coalition post-électorale serait possible entre l'union de la droite et donc le parti de droite Confédération. Moi, j'en doute très fortement. Ce sont des camps politiques très différents. Ce sont des électeurs aussi assez différents. Nous avons l'union de la droite qui base plutôt sur un électorat attaché aux postulats sociaux. Du côté de la Confédération, donc l'autre parti de droite, nous avons plutôt un électorat qui est attaché à un modèle économique libéral. Effectivement, ce sont deux camps que l'on pourrait qualifier de conservateurs, mais les enjeux politiques pour la Confédération sont différents de ceux de l'Union de la droite. C'est-à-dire que l'Union de la droite, son enjeu politique sera d'être reconduit pour un troisième mandat, donc garder le pouvoir en Pologne pour un troisième mandat, alors que la Confédération, donc qui est un parti jeune, donc son enjeu serait plutôt d'élargir son électorat et de continuer à développer sa base électorale, ainsi que essayer d'augmenter son potentiel. Donc pour un parti assez récent, il paraît déraisonnable d'entrer en coalition gouvernementale avec un parti donc, qui dirige le pays depuis 2 mandats, depuis 8 ans. Donc moi, personnellement, je me permets de prétendre qu'une coalition entre l'Union de la droite et la Confédération est totalement improbable, impossible, et que c'est un scénario que l'on pourrait qualifier de science-fiction. Donc si l'on part de ce postulat, si l'on part de ce scénario, il faudra constater que l'Union de la droite n'a aucune coalition possible après les élections parlementaires. Donc puisque l'Union de la droite n'arrivera pas, selon toute vraisemblance, à avoir la majorité absolue pour le Parlement, donc elle a deux options. Soit elle crée un gouvernement minoritaire, soit elle va devoir passer le pouvoir à ses concurrents. Alors, dans quelles conditions l'Union de la droite pourrait créer un gouvernement minoritaire? Dans les conditions où l'opposition n'arriverait pas à créer un gouvernement majoritaire. Donc ça reste possible. Puisque nous ne connaissons pas les résultats des différents groupes politiques. Alors, je pense que il convient également de rappeler donc quel groupe politique, quel parti politique rivalise dans cette élection. Donc finalement, nous avons 6 comités électoraux au niveau national. Donc le premier comité, c'est l'Union de la droite, donc le camp politique au gouvernement depuis 2015 en Pologne. Ensuite, nous avons le comité coalition civique, donc emmené par Donald Tusk. Nous avons ensuite partis divers gauche, qui sont crédités de 10% à peu près, si on s'en réfère au sondage des 3-4 dernières semaines. Nous avons la coalition centriste qui s'est appelée la troisième voie, Trzecia Droga, donc qui est composée du parti agrarien PSL, de Władysław Kosiniak-Kamysz, ainsi que d'un parti relativement récent, créé par un ancien journaliste, Szymon Hołownia, donc appelé Pologne 2050. Donc cette coalition centriste, c'est comme ça qu'il conviendrait de la définir, est créditée d'à peu près 8 à 10% selon les sondages. Donc ensuite, nous avons le parti dont j'ai déjà parlé, donc la Confédération. Donc c'est un parti de droite qui est crédité d'à peu près 8% dans les sondages. Et enfin, il y a une véritable inconnue, un comité qui a réussi à remplir les conditions électorales au dernier moment. Donc c'est un parti qui s'appelle les 100 partis. Donc les 100 partis au sens de gens qui ne sont dans aucun parti, donc ils sont 100 partis. Donc c'est un groupement, un parti politique composé principalement d'élus locaux. Alors certains experts mettent en doute leur souveraineté politique, leur indépendance. Alors effectivement, donc c'est un parti qui coopère dans certaines régions avec l'Union de la droite. Mais effectivement, ça reste un parti jeune, donc le 6e comité, donc les élus 100 partis sont crédités de 2 à 3% dans les sondages. Cela dit, ils réussissent à se faire connaître sur Internet,
et même s'ils sont pas très présents dans les médias, il y a une partie des Polonais qui recherchent un peu des groupes politiques, des politiciens d'élite qui soient un peu hors clivage. Donc moi, il me paraît pas impossible qu'ils arrivent à atteindre le seuil des 5%. Donc il est à noter que dans le système parlementaire polonais, donc un parti politique doit arriver à dépasser ou à atteindre le seuil des 5% donc en termes de vote, donc de vote rendu pour ce parti. Sachant que quand on a une coalition de partis, donc le seuil passe de 5 à 8%. Donc c'est un peu le problème aujourd'hui qu'a la coalition centriste, la troisième voie. Pourquoi? Parce que donc ces leaders ont décidé de créer justement une coalition. Ils n'ont pas voulu faire une liste de partis. Donc cette coalition aujourd'hui doit atteindre ou dépasser le seuil des 8%, donc des votes reçus. Selon les sondages, comme je le disais, donc sont crédités de 8 à 10%. Donc aujourd'hui, on ne peut pas affirmer avec certitude que cette coalition arrivera à dépasser ce fameux seuil des 8%. Il reste quand même très probable qu'ils y arrivent, puisque le parti agrarien PSL a toujours réussi à dépasser les seuils électoraux, malgré les annonces des sondages qui étaient faits avant les élections parlementaires depuis 20 ans. Toutefois, il y a effectivement un risque qui, à mon avis, est peu élevé, mais il existe tout de même, que donc la troisième voie ne dépasse pas le seuil des 8%, et du coup, ça changerait toute la configuration du Parlement. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement? À quoi peut-on s'attendre après cette élection? Donc, comme je disais, il y a deux scénarios possibles. Nous avons le scénario où l'union de la droite gagne les élections, mais elle n'a pas la majorité absolue. Et là, l'opposition arrive à créer donc une majorité donc en faisant une coalition. Et là, du coup, l'union de la droite perd le pouvoir et l'opposition prend le pouvoir en Pologne. Il y a aussi une deuxième option, et cette option paraît vraisemblable si la troisième voie ne dépasse pas le seuil des 8%, où ni l'union de la droite n'arrive à avoir la majorité, ni l'opposition n'arrive à créer une majorité. La Confédération ne veut de coalition avec personne, et du coup là on arrivera probablement dans un gouvernement de l'union de la droite, un gouvernement minoritaire, qui tiendra pas longtemps, puisque en Pologne les gouvernements minoritaires ne tiennent pas au Parlement. En Pologne, soit vous avez la majorité, une majorité stable au Parlement et vous dirigez le pays, soit vous l'avez pas et on organise des élections anticipées, donc ce qui s'est passé par exemple en 2007. Et donc dans ce cas-là, si l'union de la droite devait effectivement garder le pouvoir en Pologne mais avoir un gouvernement minoritaire, là on peut s'attendre à des élections parlementaires anticipées qui arriveraient d'ici à 2 ans. Il est à noter également que la Pologne sera en permanente campagne électorale pendant 2 ans, puisque après les élections parlementaires, l'année prochaine, il y aura les élections européennes, comme dans toute l'Union européenne. Ensuite, les élections régionales en 2025, donc les élections présidentielles. Et si on n'arrive pas à trouver une majorité stable au Parlement, des élections parlementaires anticipées. Donc voilà à quoi peut ressembler un peu la situation donc après les élections. Le scénario aujourd'hui qui paraît le plus probable, c'est que l'opposition arrive quand même à créer un gouvernement, puisque les sondages qui sont disponibles, ceux qui sont rendus publics, alors ceux auxquels les journalistes ont accès, donc les sondages qui ont été faits par les partis, montrent tout de même, pour la plupart d'entre eux, que l'opposition arrive à créer un gouvernement avec une majorité stable, avec environ 235 à 240 députés sur 460, donc ça donnerait donc une majorité assez stable. Mais ce sont des sondages, et aujourd'hui on ne peut rien affirmer tant que on ne sait pas si la coalition centriste arrive à passer les seuils des 8%. Et dans la mesure où on ne peut pas affirmer, donc contrairement à d'autres experts, moi j'estime qu'on ne peut pas affirmer aujourd'hui que le bloc donc le parti des 100 partis n'arrivera pas à dépasser le seuil des 5%. Pour moi, il est très probable qu'ils y arrivent. En tout cas, c'est pas impossible du tout. Et là, du coup, ça changerait tout, puisque si on arrivait sur une configuration où il y a 5 partis, 5 groupes politiques au lieu de 6 au Parlement, ça rebattrait les cartes. Et la question est de savoir
À qui ça profiterait plus si les 100 partis arrivaient au Parlement? Selon moi, ça profiterait surtout à l'union de la droite, puisque là, du coup, ils se retrouveraient avec donc un partenaire de coalition possible. Maintenant, on peut aussi imaginer un scénario d'un nouveau Parlement avec 5 partis, donc avec la présence des 100 partis, mais sans la coalition centriste, la troisième voie. Ça aussi, c'est possible. Et donc là, du coup, ce serait l'union de la droite qui aurait l'avantage. Donc aujourd'hui, même si donc les scénarios qui sont privilégiés par les experts, par les politologues, par les journalistes, c'est que l'opposition arrive à monter un gouvernement. Donc ce serait un gouvernement qui serait créé par la coalition civique de Donald Tusk, donc le bloc d'hiver gauche, ainsi que la troisième voie. Donc si ces sondages-là se vérifient, ils arriveraient à une majorité de 200, 235, 240 députés. Il faut quand même souligner que même si ce gouvernement paraît assez probable, aujourd'hui, il n'est pas possible de dire qui en ferait partie et qui en serait le Premier ministre. Donc, une véritable inconnue. Maintenant, si ce scénario est privilégié, il n'est pas certain. Donc, s'il y a une chose à retenir à l'heure d'aujourd'hui, c'est que jusqu'au 16 octobre, donc finalement jusqu'au décomptage total de toutes les voix, jusqu'au décompte de toutes les voix, il sera absolument impossible d'affirmer avec certitude qui aura le pouvoir en Pologne après les élections parlementaires. Ça risque de se jouer à quelques voix, ça risque d'être une élection serrée, c'est une élection qui provoque beaucoup d'émotions. Le comptage des votes sera compliqué puisqu'il n'y a absolument aucune confiance entre les différents comités électoraux. La loi électorale a été changée, donc ça prendra plus de temps qu'avant. Donc dorénavant, il faudra attendre 24 par 48 heures avant d'avoir les résultats finaux, contrairement à ce qui se passait encore en 2019, à savoir 24 heures. En 24 heures, on avait les résultats finaux. Donc voilà à quoi ça peut ressembler donc pour le Parlement. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que on peut pas dire avec exactitude, avec certitude, qui aura le pouvoir en Pologne après les élections parlementaires. C'est impossible à l'heure d'aujourd'hui. Les sondages ne sont pas assez précis. Il y a trop de variantes possibles. Il y a trop de scénarios possibles. Donc aujourd'hui, contrairement à d'autres experts, moi j'affirme qu'il est tout à fait impossible de dire qui aura le pouvoir après les élections parlementaires. Il convient également de souligner que la mobilisation est en hausse. Alors même si les deux camps politiques, donc de par la polarisation de l'espace politique, n'ont pas réussi à mener à une mobilisation générale, cette mobilisation est en hausse. Et cette mobilisation profiterait plutôt à l'opposition, puisque on voit que ce sont les électeurs de l'opposition qui se mobilisent quand même un peu plus que les électeurs de l'union de la droite qui auraient plutôt tendance à se démobiliser. Alors maintenant, est-ce que c'est le cas? Est-ce que les électeurs de l'union de la droite se démobilisent? Si oui, dans quelle mesure, à quel point? On ne le sait pas. Donc puisqu'on ne le sait pas et qu'on ne le saura pas avant les élections, il est absolument impossible de prévoir les résultats de ces élections. Il y a un autre élément qui est nouveau. C'est le vote des Polonais à l'étranger. Jusqu'en 2015, les Polonais de l'étranger étaient finalement très peu à voter. C'était de l'ordre de 80 à 150 000 dans le monde entier. Ce chiffre a augmenté depuis 2015 et aujourd'hui, on est à 600 000 inscrits de Polonais, donc de votants à l'étranger. Donc c'est 600 000 voix, c'est beaucoup. Et on ne sait pas pour qui ces gens vont réellement voter. Donc le vote des Polonais à l'étranger, cette fois, pourrait réellement peser dans la balance. Et même si les Polonais de l'étranger votent pour la circonscription de Varsovie, puisqu'ils n'ont pas de circonscription à eux, à proprement parler, comme c'est le cas en France, le fait est quand même que donc ces voix seront comptabilisées dans le nombre de voix total. Donc les 600 000 voix des Polonais à l'étranger, aujourd'hui, ça semble être un poids dans la balance, même si certains experts, des sondages qui, à mon avis, sont plus ou moins valables, tendraient à dire que les Polonais de l'étranger vont plutôt voter contre l'union de la droite,
à mon avis, ce serait plutôt de l'ordre de 50-50. Donc, dans la mesure où nous avons beaucoup de Polonais à l'étranger qui se mobilisent, et ils se sont jamais mobilisés en masse comme ça depuis 1989, ça représente quand même 600 000 votants, voire un petit peu plus. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à qui profiteront ces votes. Et comme on ne peut pas le dire, comme ça reste quand même 600 000 voix et des poussières, il est impossible de prévoir le résultat de ces élections finales. Maintenant, ce qui paraît quand même évident, puisque aucun sondage n'a démontré le contraire, c'est que l'union de la droite n'arrivera pas à avoir une majorité absolue. Donc, les sondages les plus optimistes pour l'union de la droite lui donnent un manque à gagner d'environ 30 mandats. Donc ça paraît très compliqué de trouver 30 mandats, même en achetant les députés dans d'autres partis. Donc, un gouvernement indépendant, donc autonome de l'union de la droite en Pologne, tel que ça a eu lieu pendant ces 2 derniers mandats, paraît quasiment impossible. Et là, je rejoins les autres experts qui disent que ça paraît très peu probable, voire impossible. Donc, ce scénario-là paraît assez improbable, voire impossible. Maintenant, tous les autres scénarios sont possibles. Donc, un gouvernement minoritaire de l'union de la droite, voire un gouvernement majoritaire de l'opposition, tout est possible. Alors, pour conclure sur ce point, je souhaiterais juste porter à la connaissance donc, des auditeurs que, donc, selon le système polonais, donc après les élections parlementaires, le président donne la mission de créer un gouvernement au parti qui a gagné les élections. Donc, même si l'union de la droite n'a pas la majorité absolue, et si elle gagne les élections, ce sera automatiquement à ce parti que sera décernée donc la mission de créer un gouvernement. Et l'opposition ne pourra commencer à créer un gouvernement qu'une fois que l'union de la droite aura renoncé à en créer un. Donc, l'union de la droite aura quand même quelques semaines pour essayer de créer un gouvernement, même si ça paraît pas possible, donc ça leur permettra de gagner du temps. Donc, on risque... si tel est le cas, que l'union de la droite essaie de créer un gouvernement, on risque d'arriver un peu dans un vide institutionnel, voire dans un début de crise politique. Mais dans tous les cas, quel que soit le résultat des élections, ce sera au parti qui a gagné les élections d'essayer de créer un gouvernement. Donc ça, ça porte pas à discussion. Donc ça, c'est important de le savoir parce que si l'union de la droite remporte ces élections, même s'il n'a pas la majorité, elle gagnera quand même quelques bonnes semaines à essayer de créer un gouvernement, même si toutes les règles mathématiques démontrent que c'est pas possible. Nous avons parlé donc du Sejm, hein, donc de la Diète, de la Chambre basse du Parlement, élu, je le rappelle, au scrutin proportionnel, donc avec 41 circonscriptions. Maintenant, il convient de parler du Sénat. Donc là, le Sénat, donc comme je le disais, c'est un scrutin uninominal avec 100 sièges à renouveler, donc 100 sièges sur 100, puisque tout le Sénat est renouvelé tous les 4 ans avec la Diète. Alors là, donc nous avons 2 camps. Donc nous avons d'une part l'opposition qui effectivement s'est unie, donc qui a créé ce qu'on appelle le pacte pour le Sénat. Donc toute l'opposition, sauf la Confédération, ont des candidats communs. Donc nous avons certains candidats de la Confédération et des candidats de l'Union de la droite. Donc là, selon ce système, selon toute vraisemblance, le Sénat devrait rester du côté de l'opposition. L'opposition devrait même gagner quelques sièges. Donc là, elle a 51 sièges. Selon moi, elle devrait arriver à 55 sièges. Donc, pour ce qui est du Sénat, donc le Sénat paraît rester acquis à l'opposition, mais ça n'a pas d'importance, puisque en Pologne, le Sénat ne pèse pas vraiment dans le débat. C'est-à-dire que le Sénat peut mettre son veto sur un texte de loi qui sort du Parlement, mais le Parlement peut surmonter ce texte de loi à la majorité simple. Donc, finalement, le Sénat, même s'il a été aux mains de l'opposition pendant les 4 dernières années, ça n'a pas eu d'importance. Et c'est pas ça qui réussit à bloquer un parti qui a la majorité à la Chambre basse du Parlement. Puisque, donc, imaginons que le Sénat ne soit pas d'accord avec donc la majorité au Parlement, ce qui a toujours été le cas pendant 4 ans. Un texte de loi qui sort de la Chambre basse du Parlement va aller au Sénat. Et là, le Sénat, donc même s'il met son veto ou qui met en place des amendements, ça n'a que peu d'intérêt si
un autre parti à la majorité. Donc ces amendements du Sénat en Pologne peuvent être surmontés à la majorité simple. Donc aujourd'hui, le Sénat, dans les faits en Pologne, a très peu d'importance. Il reste un certain symbole qui date de 1989, de l'époque où il avait été établi un compromis entre les communistes et l'opposition anticommuniste. Donc justement, le Sénat est un de ces compromis, donc pour donner à l'opposition un espace politique. Mais dans les faits, dans le champ institutionnel polonais, le Sénat n'a pas réellement d'importance d'un point de vue de la prise de décision. Mais toutefois, tout porte à croire que le Sénat restera quand même acquis à l'opposition, à la position donc anti-union de la droite, qui devra même avoir quelques sièges supplémentaires pour le Sénat. Alors maintenant, ce fameux référendum qui a été mis en place par la gouvernante, donc, comme je le disais, donc c'est un référendum qui est calqué sur le modèle hongrois. Donc nous avons 4 questions qui en soi n'ont absolument aucune importance, puisque c'est pas ça l'objectif de ce référendum. Donc première question, êtes-vous pour la privatisation des entreprises publiques en Pologne? Deuxième, êtes-vous pour l'augmentation de l'âge légal de la retraite? Troisième question, êtes-vous pour la relocation obligatoire, donc le pacte de migration européen tel que va l'imposer Bruxelles? Et 4, êtes-vous pour le démontage du mur de la barrière à la frontière polono-biélorusse? Alors aujourd'hui, le gouvernement, l'Union de la droite, fait campagne référendaire pour inciter à voter 4 fois non. Le fait est qu'aujourd'hui, donc personne ne parle de privatiser les entreprises publiques, et ceux qui les ont privatisées le plus, ce sont quand même les gouvernants. Il n'y a aucun parti qui propose d'aller augmenter l'âge de la retraite, donc c'est un débat qui n'existe pas. Ensuite, le pacte migratoire, donc on sait parfaitement que c'est un sujet qui sera traité au niveau communautaire, quel que soit le gouvernement en Pologne. Ainsi que la question numéro 4, donc personne aujourd'hui n'envisage d'aller démonter cette clôture, parce que justement c'est une clôture qui a coûté 500 millions d'euros à la frontière polono-biélorusse. Donc ces questions n'ont absolument aucune importance. Ça, il faut bien se rendre compte. Les deux objectifs de ces référendums, c'est d'une part de mobiliser l'électorat de l'Union de la droite. D'autre part, c'est de pouvoir justement se servir de ces référendums pour faire campagne, donc augmenter les frais de campagne pour les élections parlementaires sous couvert de campagne référendaire. Mais quel que soit le résultat de ce référendum, ça n'a absolument aucune importance. Mais le problème, c'est que le référendum pose un grave souci de légitimité de l'élection, puisque comme il se tient le même jour que les élections parlementaires, d'ailleurs c'est voulu, hein, c'est fait exprès, le problème c'est que il remet en question l'élément secret du vote, puisque donc l'électeur polonais, qu'est-ce qui se passera exactement le 15 octobre? Donc l'électeur polonais ira au bureau de vote et il recevra 3 cartes. Donc la liste des candidats pour les élections pour la chambre basse du Parlement, la liste des candidats pour le Sénat et la liste des 4 questions référendaires. Le problème, c'est que le simple fait de toucher cette liste référendaire équivaut à participer au référendum. Donc, pour ne pas participer au référendum, il faut que l'électeur, avant même de toucher les documents, avant que les documents lui soient remis, dise au tenant du bureau de vote, je ne participe pas au référendum et je refuse de prendre la liste référendaire. Et du coup là, il ne pourra pas être inscrit en tant que participant au référendum. Le fait est que, en disant ça, c'est un acte politique, puisque les gouvernants font campagne pour voter 4 fois non dans le référendum. L'opposition appelle à boycotter le référendum, à ne pas voter dans ce référendum. Donc le fait de dire « je refuse la liste des questions référendaires, je ne prends pas part au référendum » est un acte politique. Donc puisque les mêmes bureaux de vote s'occupent des élections parlementaires du référendum, et ce vote se passe en même temps, ça fait que l'élément secret du vote n'est plus garanti. Donc c'est un élément qui permettrait d'invalider les élections. Alors maintenant, pour ce qui est des élections en elles-mêmes, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui la Pologne, c'est un pays qui n'est plus démocratique. C'est plus un état de droit, c'est plus un pays démocratique. Aujourd'hui, la Pologne devrait être comparée à la Hongrie, voire à la Turquie, à la différence avec la Hongrie que il reste en Pologne des médias indépendants qui ont beaucoup d'influence, même si l'État
de par une entreprise, donc l'entreprise énergétique Orlen, a racheté donc tous les médias locaux. Mais il reste quand même en Pologne des médias indépendants assez forts, hein, donc, tels que par exemple le TVN, donc appartenant au groupe Discovery Channel, ou alors donc la chaîne Polsat, donc la télé Polsat et la chaîne Polsat News, donc le média Honnête, média Woupé par exemple, WP. Donc il reste quand même des médias anti-gouvernementaux qui sont indépendants. Donc c'est la seule différence avec la Hongrie. Mais par contre, tout l'État a été repris par les dirigeants. C'est-à-dire que les dirigeants aujourd'hui ont leurs représentants partout. Que ce soit dans les médias publics, que ce soit dans l'appareil judiciaire. Même la Commission électorale nationale, donc c'est ce qui correspondrait en fait à la haute autorité électorale en France. Donc même la Commission électorale nationale qui s'occupe donc du vote, de valider le vote, aujourd'hui a été repris par les dirigeants, donc qui ont changé la façon donc de nommer les membres de la commission. Donc avant 2017, la Commission électorale nationale en Pologne était composée de 9 juges. Aujourd'hui, il est composé de 2 juges et de 7 personnes élues par le Parlement. Donc il a été établi il y a quelques jours de cela que 4 des 9 membres de cette commission sont de facto dépendants des dirigeants, puisqu'ils siègent dans des conseils d'administration d'entreprises d'État, voire dans des conseils d'administration d'institutions publiques, eux-mêmes dirigés par donc les ministres qui sont aujourd'hui candidats aux élections parlementaires. Donc aujourd'hui, la commission électorale nationale qui va valider ou invalider les comptes de campagne après les élections, elle est composée de membres qui sont affiliés à des partis politiques, aux partis politiques au pouvoir, au sens où ils sont dépendants directement des ministres qui sont candidats. Donc quand vous êtes membre d'un siège, vous avez un siège au conseil d'administration d'une entreprise d'État, cette entreprise d'État est gérée par un ministère, eh bien, on peut difficilement parler de l'indépendance d'une personne qui est membre d'un conseil d'administration. Donc aujourd'hui, même l'organe qui est censé garantir l'honnêteté de l'élection en Pologne, finalement, est un organe qui, en soi, n'est pas indépendant. Donc ça constitue un grave souci, puisqu'aujourd'hui, on peut se demander dans quelle mesure cette élection est réellement démocratique. Alors, c'est une élection qui est inéquitable, ça c'est certain, puisque les dirigeants actuels se sont servis de tous les moyens de l'État pour faire campagne, y compris organiser un référendum qui est censé les aider à gagner les élections et qui leur a permis d'augmenter leurs frais de campagne de manière légale. Donc c'est une élection inéquitable au sens où les institutions d'État qui sont censées garantir donc l'équité de l'élection sont de facto repris par le gouvernement. Et surtout, c'est une élection qui est malhonnête au sens où aujourd'hui nous n'avons plus une seule institution, un seul bureau qui puisse être indépendant, qui puisse être impartial. Donc nous avons une élection qui est inéquitable, qui est malhonnête, avec une élection en plus où le secret du vote n'est plus garanti. N'est plus garanti au sens où nous avons le référendum qui se tient le même jour que l'élection, et comme je le disais, donc le refus de participer au référendum équivaut à faire un acte politique, et en cela, eh bien, on ne peut plus parler de secret du vote de l'élection. Donc une élection qui est inéquitable, qui est pas honnête, dans un cadre non démocratique, de plus en plus non démocratique. Maintenant, il faut ajouter à cela donc le vote des Polonais de l'étranger, qui lui aussi a été volontairement compliqué par les dirigeants. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est un vote qui peut être invalidé par les dirigeants, puisqu'ils sont créés en fait une porte dérobée pour invalider le vote des Polonais d'étrangers. Pourquoi? Puisque selon la loi électorale qui a été changée donc en 2023, au début de l'année 2023, donc il convient de compter toutes les voix en l'espace de 24 heures, et donc toute la procédure doit être finie, et les résultats doivent être envoyés en Pologne. Le problème, c'est que il n'y a pas assez de personnel à l'étranger déjà pour en temps normal compter toutes ces voix en 24 heures, sachant que avant donc le changement de loi électorale, ce qui se passait, c'est que donc les membres des bureaux électoraux se divisaient par groupe et comptaient les voix par groupe. Maintenant, la nouvelle loi exige que toutes les voix soient comptées par tout le monde en même temps. Donc en fait, il faut que tout le monde s'assoie à la même table et compte les voix en même temps.
Hum, Donc ça va ralentir, le comptage. Mais surtout maintenant à cela s'ajoutent les voix du référendum, puisqu'on a un référendum qui se tient en même temps. Donc en fait, ces bureaux de vote qui déjà sont en sous-nombre d'effectifs vont devoir calculer en même temps les voix des élections parlementaires ainsi que les voix référendaires. Donc il paraît très peu probable qu'ils arrivent à faire tout ça dans les délais impartis, surtout dans les agglomérations à l'étranger, telles que par exemple Londres, aux États-Unis par exemple, Chicago, en Allemagne Berlin ou en France Paris. Donc là vous avez beaucoup de Polonais à l'étranger, sachant que, comme je le disais, les bureaux sont sous-effectifs et ça paraît assez compliqué de calculer finalement les voix de deux scrutins, de faire toute la procédure et tout ça en 24 heures. Donc ça crée une porte dérobée pour les dirigeants pour pouvoir invalider le vote des Polonais votant à l'étranger, justement en invoquant l'argument que le vote a dû être invalidé en ce que les résultats n'ont pas été envoyés en temps et en heure en Pologne. Alors pourquoi les dirigeants ont mis en place ce système? Eh bien parce que, selon certains sondages, les Polonais de l'étranger voteraient plutôt pour l'opposition, donc pour éviter d'avoir des votants qui voteraient contre eux. Ils ont mis en place cette porte dérobée, donc il faudra attendre donc le 16 ou 17 octobre pour voir comment les choses se passent, mais ça risque de créer un conflit. S'il y a beaucoup de voix de l'étranger qui sont invalidées pour cause de retard, ça risque de créer des conflits. Ensuite, il y a aussi eu un redécoupage des mandats dans les circonscriptions qui a été fait par les dirigeants cette année. Un découpage qui renforce les circonscriptions où les dirigeants actuels réussissent à gagner les élections et aussi qui défavorise les circonscriptions où l'opposition serait plutôt gagnante. Donc aujourd'hui, si l'on prend en compte le nouveau système, les dirigeants, donc l'Union de la droite, seraient avantagés déjà à la base sur la ligne de départ, donc avant l'élection, de 10 mandats. Donc elle aurait 10 mandats de façon indue, selon cette nouvelle répartition, donc ce qui handicape l'opposition. Donc cette répartition des voix et des mandats, surtout dans les diverses circonscriptions, fait que l'élection pourrait être invalidée, puisque aujourd'hui cette répartition ne correspond pas forcément, voire pas du tout, à la densité des populations dans les 41 circonscriptions. Donc argument supplémentaire pour invalider les élections. Alors pourquoi je vous parle de tous ces éléments qui font que les élections peuvent être invalidées? Parce que on ne sait pas, on n'a aucune visibilité sur ce qui va se passer après les élections et après le décomptage des votes. Et ce qui amplifie le problème, c'est que au contact des partis, des leaders politiques, ce qu'on peut apprendre, c'est que les partis n'ont pas de stratégie claire. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde attend de voir ce que sera le résultat final, parce qu'aujourd'hui, personne ne sait ce que sera ce résultat. Donc tout le monde attend ce résultat pour prendre des décisions. Et on peut s'attendre à ce que l'un ou l'autre camp cherche à invalider les élections. Donc on peut imaginer que l'Union de la droite perde ces élections et décide de les invalider pour les raisons que je viens d'invoquer. Donc même si ce sont des textes de loi qui ont été créés par eux, ça n'a pas d'importance, ce sont des textes de loi qui sont en vigueur, donc s'ils sont matière à invalider les élections, ça pourra être utilisé quel qu'en soit l'auteur et qui que ce soit qui veuille les utiliser. Donc les dirigeants peuvent également invoquer ces textes de loi qu'ils ont créés eux-mêmes pour essayer d'invalider les élections. Mais ces textes de loi et toutes ces choses dont j'ai parlé, donc ce référendum qui remet en cause le côté l'élément secret du scrutin, le décomptage des voix des Polonais à l'étranger qui paraît être compliqué, le redécoupage des mandats dans les circonscriptions dans le cadre de l'élection pour la Chambre basse du Parlement, donc un scrutin proportionnel, une campagne électorale inéquitable et malhonnête, donc des dirigeants qui ont usé de l'appareil étatique pour faire campagne, une commission électorale qui n'est pas indépendante. Tout ça fait que la Cour suprême, qui elle aussi d'ailleurs n'est pas indépendante parce qu'elle est aux mains de l'Union de la droite, pourrait valider ou invalider cette élection. Donc aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc soit les partis reconnaîtront les résultats de ces élections, soit ils ne les reconnaîtront pas.
Et les deux cas de figure sont possibles. Les partis peuvent reconnaître ces résultats ou ne pas les reconnaître. Et ça concerne tant les dirigeants actuels de l'Union de la droite que l'opposition. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas dire du tout ce qui risque de se passer après les élections. Alors, on voit clairement en Pologne une crise institutionnelle donc, qui arrive même dans les rangs de l'armée, puisque ces derniers jours, nous avons eu la démission des deux personnes les plus importantes de l'armée polonaise. Donc, nous avons le chef de l'état-major qui a démissionné, ainsi que le chef des opérations de l'armée polonaise. Donc, ces deux généraux ont démissionné parce que, justement, les dirigeants essaient de politiser l'armée. On a essayé de se servir de l'armée pour la campagne électorale, en faisant des défilés, en se servant du matériel de l'armée dans les différents événements de campagne. Aujourd'hui, c'est la façon de l'armée de protester et de faire opposition à la politisation de ses rangs. Donc nous avons vraiment aujourd'hui en Pologne une crise institutionnelle. Alors d'une part, nous avons les institutions publiques qui ont été reprises par les dirigeants. Donc nous n'avons pas réellement d'institutions qui pourraient trancher un éventuel litige électoral, trancher de façon crédible. Nous avons des camps politiques qui n'ont pas de stratégie claire, puisque comme aujourd'hui il n'y a pas réellement en Pologne un souffle de changement, ni un souffle de dégagisme, donc on ne peut pas dire réellement que l'opposition soit favorisée par les tendances, ou alors que ce soit les dirigeants qui soient favorisés par les tendances, les opinions. Donc aujourd'hui, on a vraiment deux camps politiques qui se font face, qui s'opposent. On ne peut pas dire qui va gagner. Et on a donc une scène politique qui enthousiasme franchement très peu les Polonais. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on n'est vraiment pas en mesure, d'une part, de prévoir les résultats. On n'est pas en mesure de pouvoir prévoir quelle majorité est possible. Donc ça fait que créer des scénarios d'avenir, ça paraît prématuré. Aujourd'hui aussi, on a des camps politiques qui ne savent pas ce qu'ils vont faire après les élections. Est-ce qu'ils vont reconnaître les résultats? Est-ce qu'ils vont les dénoncer? Est-ce qu'ils vont chercher à invalider le vote? Est-ce qu'ils vont plutôt l'accepter? On ne sait pas du tout. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où si une chose est sûre, c'est que rien n'est sûr. Et que si l'on sait une chose, c'est qu'on ne sait rien. Et en tout cas de cause, en fait, en vous parlant clairement du terrain, je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude ou vous-même créer un scénario probable pour la suite des événements après le 15 octobre. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer. On ne sait pas quelle majorité peut émerger. On ne sait pas du tout quelle sera la réaction des partis. Et pire encore, les partis ne le savent pas eux-mêmes, puisque les leaders des partis attendent de voir les résultats pour prendre des décisions. Donc aujourd'hui, il faudra attendre le 15 octobre, le 16 octobre, pour avoir une idée de ce qui peut se passer. Mais à l'heure d'aujourd'hui, personne ne peut le dire. Maintenant, quant aux éventuelles tentatives de garder le pouvoir par la force par l'Union de la droite. Alors, si je pense personnellement que l'Union de la droite, dans la mesure où elle contrôle tout l'État, comme je le disais aujourd'hui, nous avons un État tentaculaire qui est complètement contrôlé et politisé, essaiera d'activer des leviers pour garder le pouvoir, ça paraît certain. En 2019, après les élections parlementaires, quand l'Union de la droite a perdu la majorité au Sénat, elle a essayé d'invalider donc les élections dans 3 circonscriptions. Ça s'est pas fait au final, mais ils ont quand même essayé. Donc moi, je pense personnellement qu'ils essaieront, si jamais ils estiment que donc, les pertes pour eux sont trop élevées, ils essaieront d'une manière ou d'une autre de faire invalider cette élection. Mais en utilisant justement les institutions, le tribunal constitutionnel, la Cour suprême, les institutions dites publiques, mais finalement reprises politiquement. Maintenant, je ne crois pas à un coup de force. Ça paraît pas probable du tout. Donc, un coup d'État militaire, absolument pas, surtout dans une situation où l'armée envoie un signal clair, nous ne voulons pas être politisés. Donc, aucun coup d'État militaire, aucun coup de force. Il n'y aura pas de violence. Ça paraît certain. Il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas d'affrontement. Surtout que même si la société polonaise est effectivement polarisée, donc on peut parler de deux camps, les Polonais ne sont pas prêts à se battre pour les politiciens, donc qui ne tiennent pas en haute estime.
Donc on ne peut pas, on va pas s'attendre à des affrontements de rue. Il y a aujourd'hui aucune raison d'aller s'attendre à des violences quelconques au Parlement. Donc ce qui s'est passé aux États-Unis en janvier 2021 ou au Brésil, donc aussi après les élections présidentielles, ça paraît en Pologne improbable. Maintenant, ce qui paraît quand même probable, c'est une véritable crise institutionnelle. Et ça, on ne sait pas comment elle peut se dérouler. Si l'un des partis décidait de dénoncer les résultats des élections, d'essayer d'invalider les élections, on ne sait pas dans quel sens ça pourrait aller. On ne sait pas si ça pourrait créer une crise à long terme. Maintenant, personnellement, je suis aussi convaincu que l'Union de la droite est prête à céder le pouvoir contre des garanties concernant une immunité totale ou partielle de leurs entorses au droit pendant ces 8 dernières années. Puisque aujourd'hui, donc, l'Union de la droite se compose de plus en plus de jeunes, donc c'est la jeune génération qui n'a pas intérêt à se mettre en danger, donc faire des coups d'État, ça paraît improbable. Donc des jeunes qui partent du principe que de toute façon ils reviendront en politique, voire au pouvoir dans quelques années. Donc l'Union de la droite activera sûrement des leviers institutionnels tant qu'elle le pourra, mais ne fera pas usage de la force parce qu'elle se rend compte que l'opinion internationale ne l'accepterait pas, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, ça ne serait pas accepté. Et d'autre part, c'est pas de leur intérêt. Sachant que donc le maître du camp politique, le président, voire le gourou politique de ce camp politique, donc Jarosław Kaczyński, qui est une personne âgée, en mauvaise santé et très proche de sa retraite politique, donc il paraît peu probable, très peu probable, voire impossible, que l'Union de la droite cherche à rester au pouvoir par la force physique. Mais si on peut être certain que l'Union de la droite n'utilisera pas la force physique pour rester au pouvoir, il n'est pas exclu qu'elle tente d'utiliser la force institutionnelle. Ça, c'est envisageable. Mais elle ne dépassera pas un certain niveau. Si la critique internationale se fait trop sentir, là, l'Union de la droite renoncera et cédera le pouvoir sûrement contre des garanties d'immunité. Donc, des violences physiques n'auront pas lieu. Ça, j'en doute très fortement. Mais on peut arriver sur des blocages qui peuvent durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça on ne le sait pas. Donc la Pologne rentre dans une incertitude, surtout qu'il faut bien se rappeler que l'élection parlementaire en Pologne ne met pas fin à la campagne électorale, puisque la campagne électorale reprendra dès le 16 octobre en vue des élections européennes, ensuite des élections régionales, puis les élections présidentielles. Donc finalement, la Pologne va se trouver en période de campagne pendant 2 ans sans interruption. Donc ça complique également les choses en termes de gestion, en termes de stratégie politique, également en termes de décisions que les camps politiques prendront quant à ces élections parlementaires. Donc, si on peut dire une chose aujourd'hui avec certitude, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passera après le 16 octobre. Donc il conviendra vraiment de surveiller les résultats, le déroulement des élections, pour savoir quelles majorités peuvent être construites. Ensuite, il faudra aussi attendre de voir comment les partis réagissent. Est-ce qu'ils acceptent ces résultats parce qu'on n'est pas dans une élection démocratique. Ça, il faut bien comprendre. Le cadre n'est pas démocratique. On est dans un cadre qui est antidémocratique en Pologne. On est dans une élection qui est inéquitable. On sort d'une campagne électorale qui a été inéquitable et malhonnête. Le vote également ne sera pas équitable, honnête, et surtout donc il sera pas démocratique au sens où ne sera pas respecté donc le secret du vote, le secret du scrutin. Donc tout ça, ce sont des raisons pour invalider les élections. Donc elles peuvent être invalidées. Il faudra aussi voir quelle sera l'opinion des observateurs de l'OCDE. Alors je rappelle qu'en Pologne, nous avons déjà des observateurs de l'OCDE donc qui observent la campagne électorale. Nous aurons une vingtaine d'observateurs de l'OCDE qui observeront le déroulement des élections parlementaires le 15 octobre. Donc il faudra attendre le rapport de ces observateurs aussi pour voir comment eux ont jugé ces élections.
Mais aujourd'hui, il est absolument impossible de prévoir ce qui va se passer après le 15 octobre. C'est impossible, complètement impossible. Et il faudra attendre au minimum le 17, le 18 octobre, au minimum, pour savoir ce que pourra être la suite politique en Pologne. Le 15 octobre au soir, nous aurons des estimations. Ce sera bien trop tôt pour pouvoir créer des scénarios, surtout dans une situation où les partis politiques eux-mêmes n'ont pas de scénario pour la suite des événements. Donc même si la Pologne aujourd'hui n'a pas à s'inquiéter de tomber dans une spirale de la violence, ça paraît très improbable, elle peut toutefois néanmoins s'inquiéter d'un blocage institutionnel, donc d'un chaos institutionnel qui est possible, qui est envisageable. Tout ça, ça va dépendre des différentes stratégies des partis politiques qui, comme je le disais, repartent en campagne dès le 16 octobre en vue des élections européennes, puisqu'en Pologne, on se trouve dans un véritable marathon politique et électoral, et tout ça jusqu'à la fin de l'année 2025, si des élections parlementaires anticipées devaient avoir lieu. Voilà ce que l'on pouvait en dire en ce moment. Pour finir, je souhaite juste vous informer que je suis disponible et je serai disponible pour tous ceux qui souhaiteraient avoir un commentaire concernant le déroulé des élections en Pologne. Donc, si les médias français souhaitent me contacter, français ou francophones souhaitent me contacter, je suis à leur disposition. De mon côté, je peux assurer, faire de mon mieux pour livrer une analyse autant qu'objective que possible. Donc, je me tiens à votre disposition, mesdames, messieurs, pour tous ceux qui voudraient avoir des précisions, faire un commentaire à l'antenne, ou alors pour de la presse écrite concernant donc, le déroulé des élections en Pologne. Je vous promets donc d'autres vidéos concernant le déroulé de la situation en Pologne. Je ferai donc après les élections donc un compte rendu de ces élections, mais également un compte rendu de campagne, puisque c'était la campagne la plus brutale qui a eu lieu en Pologne. Je n'oublie pas ma promesse de faire des vidéos concernant l'historique du conflit en Pologne, mais il m'avait semblé que donc les événements ayant eu lieu en Pologne et dans le monde ces derniers temps étaient plus importants que faire de l'histoire. Donc l'histoire, c'est l'histoire, donc elle peut attendre, mais donc nous avons quand même été sur une dynamique très importante, que ce soit en France, en Pologne et dans le monde. Donc j'ai remis à plus tard ces vidéos sur l'histoire du conflit politique polonais, chose que je n'ai pas oubliée, vidéo que je ferai, mais pas dans un avenir immédiat. Pour l'instant, me préférant me concentrer sur les élections parlementaires, leur déroulé, leurs conséquences et ce qui en suivra, ce qui en résultera. Je vous invite, mesdames, messieurs, à poser vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je me tiens à votre disposition. Je vous invite également à commenter donc, mes vidéos. Je vous invite à me contacter sur les réseaux sociaux. Je suis disponible sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur Messenger, par exemple. On peut aussi me contacter, pour ceux qui le souhaitent, par mail à l'adresse stefanik.zbigniew@laposte.net. Donc, Stefanik et Zbigniew, comme il est écrit sur YouTube, hein, stefanik.zbigniew, évidemment minuscule, @laposte.net. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Pour ceux qui souhaiteraient me contacter par email, évidemment, n'hésitez pas à publier vos commentaires sur YouTube concernant ces vidéos et les autres vidéos que j'ai fait déjà par le passé. Pour l'heure, je vous remercie pour votre attention, pour le temps que vous consacrez et que vous avez consacré à mes vidéos. Pour ceux qui estiment que cette vidéo vaut quelque chose, je vous invite à bien vouloir la liker. Ça ne lui fera pas de mal, à son auteur non plus. Pour ceux qui estiment que mes vidéos sur YouTube auront quelconque valeur, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à informer vos contacts de l'existence de cette chaîne. Ça me fera plaisir. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.